Alors, donc bienvenue ce soir donc à la 19e session du Club Recherche. Donc, très heureux de vous accueillir dans cette réunion. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Laure de Mougin, qui est 19e professeur de littérature, et qui va nous parler du Journal de Shanghai, qui est une source majeure que vous connaissez bien, je pense, pour la plupart, de l'histoire de Shanghai pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Mais ce soir, on va avoir un accent plus littéraire, on va dire, un petit pas de côté par rapport à l'histoire qui nous intéresse d'habitude. Donc voilà. Avant d'introduire la présentation de Madame de Mougin, je vais voilà, vous présenter le déroulé de la réunion. Bien sûr, un petit mot d'introduction pour présenter la Société d'Histoire aux gens qui ne la connaîtraient pas encore. C'est possible qu'il y en ait quelques-uns ce soir. Également, après, on aura la présentation de Laure de Mougin. On prendra les questions que vous aurez sur sa présentation, sur les éléments qu'elle aura présentés. Et également, pour ceux qui le souhaitent, on aura après un temps d'échange libre, plutôt axé sur les recherches des membres du club, voilà, des habitués, ceux qui s'intéressent à l'histoire des Français de Chine. Voilà, donc vous pourrez rester aussi écouter ou prendre la parole. Et après, on finira par l'annonce des événements à venir. Je vais commencer par présenter pardon, le mot d'introduction. Je reviens sur la première slide. Je présente rapidement la Société d'Histoire. Donc, pour rappel, nous sommes une association loi 1901, enregistrée en France, mais plutôt active en Chine et surtout à Shanghai, même si nous avons des représentants en France. Donc, notre but est depuis 2020, de vulgariser, de médiatiser en fait l'histoire des Français en Chine, une histoire qui remonte déjà à plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, et également l'histoire des Français en Chine, certes, mais aussi plus généralement l'histoire de la Chine en français. Voilà. Ce sont les axes qu'on développe, que ce soit sur nos conférences, nos types de conférences annuelles, nos podcasts, le club recherche, évidemment, et aussi tous les articles qu'on publie régulièrement sur le wiki de l'association. Donc le but de l'association, ça reste de la vulgarisation. On est tous bénévoles et amateurs d'histoire. Donc nous ne sommes pas des professionnels, même si on aime bien voilà, passer la parole à des chercheurs professionnels en histoire ou en littérature. Et c'est le cas ce soir avec Laure de Mougin, que nous avons le plaisir d'accueillir. Cette année, on a eu l'occasion de parler d'archives, que ce soit avec ma présentation la dernière fois au mois de janvier sur les archives comment dire, diplomatiques du centre de la Courneuve, qui était plutôt une petite réunion de restitution de mon expérience, donc c'était vraiment très amateur. Mais la dernière fois, on avait eu la chance d'accueillir Arsène Donat-Vidal, qui est élève à l'école des Chartes et qui prépare aussi un doctorat en histoire sur l'histoire de la guerre franco-chinoise. Vraiment quelque chose de plus sourcé, on va dire, et plus professionnel. Brièvement, un petit mot sur Laure de Mougin. Grâce à Gauthier Roux, qui est notre grand maître d'organisateur des conférences, et lui-même professeur en littérature à l'université de Fudan, nous avons eu son contact, il nous l'a recommandé. Et donc Laure a travaillé notamment sur la presse en fait en situation coloniale. Étude littéraire de la presse coloniale française entre les années 1830 et 1880, dans d'autres espaces-temps que la Chine. Mais voilà, il y a des rapprochements qui sont opérables. Et elle va nous en parler ce soir en parlant du journal de Shanghai. Et voilà, nous, étant plus amateur d'histoire, on aura sûrement des questions à lui poser. Mais ça sera une étude avant tout littéraire, dont on va en apprendre beaucoup, je pense. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour l'instant. Donc je vais laisser Laure partager son PowerPoint et commencer sa présentation. Et pour rappel, elle a enseigné également la littérature à l'université Jeanne-Ming de Suzhou, je crois, entre Mhm. 2019 et 2022. Voilà, donc c'est une sorte de retour en Chine pour elle. Merci beaucoup. Si c'est bon, du coup, oui, alors, on s'est entraîné. Je vais passer mon PowerPoint, c'est bon comme ça? Parfait. Bon. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation. Je commence alors par je vous prie de m'excuser, en fait, je suis encore un peu malade, je risque de tousser et d'être peut-être un peu lente et vraiment j'en suis désolée. Et donc je vous remercie vraiment pour l'invitation, et
Christophe et puis Gauthier aussi, bien sûr. Alors, ce que je vais vous proposer en fait, c'est très modestement justement c'est très modestement une, une présentation qui va parler du journal de Shanghai entre histoire et littérature, et qui va en parler à partir, en effet, de mon expérience, disons, de la presse. Mais donc, comme l'a dit Christophe, de la presse coloniale, française du 19e siècle. Je connais aussi plutôt bien la presse des années 1930, mais dans ce cas-là, comment dire, en France hexagonale. Donc c'est plutôt dans ma perspective où, comment dire, vous expliquer un peu ce que je peux, comment dire, présenter, à partir de mon travail. Et comme un problème n'arrive jamais seul, et bien mon texte vient de disparaître du support sur lequel il était. Bon, bah, écoutez, je vais quand même, partir à partir du coup de mon PowerPoint. Donc voilà ce que je vous propose comme, déclinaison. Tout d'abord en fait, vous présenter un peu largement les possibilités d'avoir le journal comme objet d'étude littéraire. Donc pourquoi, en gros, est-ce que, moi qui suis, eh bien, vraiment, hein, agrégée de lettres modernes, professeure de littérature, pourquoi est-ce que mon support favori d'études, ce sont les périodiques, en règle générale? Ensuite et en effet, à partir de, comment dire, du travail, y compris de votre association et de Pierre Clavquin, dont j'ai beaucoup apprécié la notice, comment, je vais, donc, eh bien, en fait, vous redire ce que vous savez déjà, reprendre quelques informations sur le journal de Shanghai et puis essayer de voir un aperçu du journal, donc par les textes qui peuvent attirer, moi, mon œil en quelque sorte, en tant que, disons, eh ben, littéraire. Donc le journal comme objet d'étude littéraire, heu on peut, disons alors, commencer, ainsi, c'est que pour le journal de Shanghai, donc vous le savez, il bénéficie d'une certaine célébrité dans les milieux culturels liés à la Chine. Il a compté comme l'un des journaux, francophones les plus fameux et il a été utilisé, il me semble, beaucoup comme source primaire, historique. Mais il pourrait être relu à l'aune d'une perspective, on va dire, un peu plus mixte et donc avec cette perspective un peu décalée, exactement comme l'a dit, Christophe. Donc le journal est un objet d'étude littéraire ou en tout cas il l'est devenu et ce notamment grâce à, disons, 2 concepts que je vous propose de reprendre ici. Le premier, c'est celui de civilisation du journal. Ça reprend le titre d'un ouvrage paru en 2011. Et on y retrouve dans cet ouvrage des éléments qui permettent de mettre en avant le rôle fondamental des imprimés périodiques dans la culture française. Alors, ce sera forcément aussi un peu l'une des œillères de cette présentation, je parlerai du contexte, forcément, francophone français. Le deuxième de ces concepts, c'est celui de poétique du support qui est plus proprement littéraire, mais qui est, somme toute, je crois, heu, assez, facilement, saisissable, quoi, qu'on peut réutiliser. Donc c'est notamment alors c'est un concept notamment de Marie-Ève Terranti et je dois reconnaître que Marie-Ève Terranti était ma directrice de thèse et que nous avons, comment dire, un fonctionnement d'école un peu. Donc je suis dans l'école de la poétique du support. Et donc cette idée, c'est que le journal au 19e siècle, c'est un support de publication presque incontournable au 19e siècle pour les textes littéraires. Et il y a donc cette idée que la littérature va être influencée par le journal, sur la parution, sur la genèse, le rythme, le contenu et cetera. Ces 2 concepts aident à comprendre pourquoi, en fait, le journal, il est très intéressant et le journal au sens d'objet, hein, il est très intéressant quand on le saisit, disons, au confluent de l'histoire littéraire et de l'histoire littéraire et de l'histoire culturelle. Alors, hop. La civilisation du journal, c'est donc cette, ça ne se voit pas, mais c'est une très grosse somme parue en 2011. C'est un ouvrage coordonné par plusieurs universitaires qui sont mus par l'idée qu'il faut montrer l'importance, le caractère protéiforme de la culture de l'imprimé périodique. En France donc, pour redonner des jalons disons, la Gazette de Théophraste Renaudot, c'est 1631 et puis pour le 19e siècle, on considère qu'en 1836, voilà, il y a la Presse d'Émile de Girardin et que c'est le journal un peu moderne qui est fondé à ce moment-là.
Alors, voilà ce que disent comment dire, les directeurs d'ouvrage au début. Cet ouvrage est né d'une conviction simple et partagée, l'essor du journal et de la lecture périodique en général, en raison du caractère massif de sa production, de l'ampleur de sa diffusion et des rythmes nouveaux qu'il impose au cours ordinaire des choses, tend à modifier profondément l'ensemble des activités, des appréciations et des représentations du monde, projetées toutes ensemble dans une culture, voire dans une civilisation de la périodicité et du flux médiatique. Pleinement achevée à l'aube de la Grande Guerre, cette inscription du pays dans un cadre désormais régi par le principe de l'écriture et de la lecture périodique constitue une mutation anthropologique majeure aux sources de notre modernité médiatique et qui n'a jamais vraiment été étudiée en tant que telle. On voudrait ici mesurer les effets du journal sur la marge de la société et parler de civilisation au même titre que Lucien Febvre parlait dans l'Encyclopédie française de civilisation du livre, et il conclut, ce paragraphe se conclut par: «Après tout, c'est bien le journal et non le livre qui s'est approprié le terme de presse, alors qu'il aurait tout aussi bien pu convenir au second». Donc, c'est vrai qu'il y a cette importance du journal. Je rajoute aussi une dernière chose, c'est qu'en fait, pour les études littéraires, avant même la généralisation de ce qu'on appelle les humanités numériques, qui nous permettent de traiter en fait de très, très grands corpus de textes, littéraires, avant même cela, on avait des approches lexicographiques qui étaient comme ça un peu à distance des textes, ce qu'on peut appeler le distant reading. Les études littéraires maintenant s'orientent aussi, et pas seulement, hein, bien sûr, mais aussi vers cela, vers une vision parfois, en tout cas par exemple en amont, d'études plus précises, vers des perspectives un peu plus larges. Quand on est, cela dit, un peu plus, précis, on peut évoquer aussi donc la poétique du support. En gros, il y a eu une prise de conscience de la matérialité des textes littéraires, qui a pu conduire à la formulation donc d'une théorie de la poétique du support. Je vous lis donc rapidement, cela. Alors que l'histoire littéraire est aujourd'hui une discipline prédominante, où l'étude du champ économique, médiatique et des réseaux de sociabilité est prépondérante, il est important de considérer aussi le champ éditorial et son imaginaire, qui ont souvent des conséquences importantes sur l'évolution d'une œuvre. Après des années d'occultation par la discipline des conditions matérielles de production de la littérature, l'histoire littéraire est peut-être aujourd'hui en mesure de substituer à sa triade auteur-lecteur-texte un nouveau quartet, auteur-lecteur, texte, support. Et en fait, quand l'on prend ces deux donc, concepts, la civilisation du journal et la poétique du support, eh bien, on se rend compte qu'il y a toute sorte de continent oublié un peu, qui est extrêmement intéressant. Alors c'était un peu le principe de ma thèse, au sens où, hem, comment dire? La culture française va revendiquer les périodiques comme faisant partie, heu, à proprement parler, de la civilisation française et même d'un arsenal colonial. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on le dit et c'est très clair, imprimer un journal en français, c'est la preuve d'une présence, d'une prise de possession aussi, française. Il y a les journaux officiels, hein, publiés par les gouverneurs dans les territoires coloniaux, là c'est très évident, c'est vraiment la présence française. Il y a aussi des titres privés qui sont fondés par des entrepreneurs, des publicistes, on va dire, plus ou moins aidés par les autorités. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un geste, en fait, comment dire? Qui est commenté en tant que tel. Ce n'est pas une projection qu'on aurait sur le 19e et le 20e siècle. Le journal, de manière un peu aveugle d'ailleurs, hein, est revendiqué par les Français comme une émanation de leur civilisation, la civilisation du journal française. De manière aveugle parce qu'en fait, ça occulte bien d'autres cultures, de périodiques étrangères, mais il y a, cette idée. Donc, en gros, l'idée, ce serait que les journaux francophones, quand ils sont publiés, alors même tout autour de la planète, si vous voulez, qu'ils soient en contexte majoritaire ou non, qu'ils soient d'ailleurs en contexte coloniaux ou non, sont des espèces de micro-mondes qui vont représenter justement la communauté française à ce moment-là. Hem Je pourrais m'étendre, mais bon, là, c'est pas trop le propos, sur vraiment cette importance du journal, pour la littérature. C'est, comment dire? Devenu très accepté, c'est rentré dans les programmes scolaires même,
du collège et du lycée, hein, le rôle du journal. Les romans feuilletons sont de plus en plus réhabilités dans les études littéraires. Donc il y a maintenant une espèce, alors peut-être pas de consensus, mais on reconnaît, le journal fait partie en fait d'une espèce de matrice littéraire, y compris, qui donc va varier selon les endroits de publication, certes, mais en gardant toujours une espèce de lien originel avec le journal, disons, le journal français un peu, fantasmé, si vous voulez, comme preuve de culture. Alors, le journal de Shanghai, justement, alors c'est quasi là que je suis, comment dire? Que j'ai bénéficié de vos informations. Il est publié de 27 à 45 et nous avions justement avec Christophe, cette discussion, sur les archives, sur les sources. Hem, de 1927 à 1945, donc avec des suppléments en moyenne 8 pages. Ce qui est intéressant, et ça l'est toujours pour les journaux, c'est de voir les conditions de conservation et de aussi consultation. La Bibliothèque nationale de France, pour le coup, alors elle a une collection qui n'est pas si lacunaire, elle commence au 10e numéro, elle se termine en 1940, cela dit. Mais comment dire? La bibliothèque ne fait pas état, enfin, marque 1940 comme fin de publication et donc il faut aller chercher d'autres archives qui ne sont pas forcément, heu, comment dire? Reconnues par la DBNF et qui ne sont pas consultables, ce qui est un vrai problème, du point de vue pratique, pour, disons faire une lecture exhaustive du journal. Ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai abordé ce journal, c'est son format au sens où, pour moi, il détonne dans le corpus de presse des années 30 parce que les premières pages telles qu'elles sont numérisées par Gallica, sont consacrées aux annonces et en fait l'éditorial semble apparaître dans des pages intérieures. J'ai toujours là-dessus une très grande réserve, c'est-à-dire que je n'ai pas consulté le journal dans sa forme, papier, si vous voulez, et que donc je sais d'expérience que parfois la numérisation peut être quelque peu, pas mensongère, mais peut produire des biais quand on consulte donc des périodiques. En tout cas, cela m'a étonnée, c'est-à-dire que le format du journal, il me semble, change le 17 août 37 et du coup la une devient une une, disons, plus traditionnelle avec l'éditorial, avec les nouvelles. Mais sur les premiers numéros, ce qui me semble vraiment toujours remarquable, c'est la place en fait des annonces. Le titre donc, vous le savez, est associé à Jean Fontenoy, l'auteur de Shanghai secret et je remercierai toujours Gauthier Roux de m'avoir fait lire Shanghai secret et donc Jean Fontenoy, ancien correspondant de Havas et qui donc, hem, va donner quand même une certaine, célébrité au journal. Il sera ensuite remplacé par Georges Morest. Alors Morest, ce qui peut être intéressant de mon point de vue, c'est de voir que, par exemple, le journal publie son reportage en Corée, voyage en chemin de fer en 1932, texte qui a priori n'est pas republié. Alors parfois, le journal, en effet, peut être un, comment dire? Un réservoir en quelque sorte d'inédits. Ça n'arrive pas tout le temps. La plupart du temps, réellement, dans les années 30, les textes qui fonctionnent bien, en fait, sont d'abord publiés dans le journal et puis passent quand même par la librairie et le livre quand ils fonctionnent, quand il y a un public. Il y a toujours cette reconnaissance que produit le livre. Pour mon reste, je n'ai pas l'impression pour le voyage en chemin de fer et pourtant c'est l'un des textes qui justement va être local et va pouvoir moi m'intéresser parce que c'est un récit de voyage, un reportage qui va justement, bah, comment dire? Parler d'Asie aux lecteurs du journal de Shanghai. Le titre, sinon, il est connu pour être donc une source historiographique de première main. Il y a les informations politiques. Il est cité comme source dans la presse métropolitaine, hexagonale française et donc il va appartenir à ce corpus de la presse francophone qui n'est pas produite, en métropole, dans l'Hexagone, avec ses problématiques particulières, ses identités un peu multiples, sa manière de négocier en fait une identité qui soit à la fois régionale, nationale, voire internationale. À Shanghai, c'est particulièrement, le cas et puis toute la complexité des liens qu'il peut y avoir avec la France hexagonale, avec Paris notamment. Je rajoute ici un petit aparté, la spécificité, c'est vrai, de Shanghai,
c'est aussi l'omniprésence de la presse anglophone et le fait sans doute, comment dire, que le lectorat francophone peut être aussi anglophone, ce qui, là aussi, produit une espèce de biais que je n'avais pas forcément, par ailleurs quand je lisais d'autres corpus. Donc, pour ces éléments généraux, le premier numéro disponible sur Gallica, c'est le numéro 10 de la deuxième année de parution, en 13 janvier 28. Donc, c'est cette fameuse 1re page, alors qui est ici, comment dire, un peu mixte si vous voulez, mais normalement, vraiment les annonces sont plutôt, les réclames et cetera, sont plutôt dans les dernières pages. Le dernier numéro conservé par Gallica donc est celui du 11 mai 40. On peut faire l'hypothèse, et c'est assez fréquent dans la conservation des journaux, qu'il y a eu des problèmes, ne serait-ce même que d'envoi, en fait, à la BNF, qui est le dépôt. Donc voilà. Alors, le journal est connu en France. Je ne dirais pas célèbre, mais il est connu. Donc ici, certains journaux le mentionnent. J'en ai pris 2. Le plus important journal de langue française paraissant en Chine est le journal de Shanghai. Cependant, il n'atteint que la population française et une très faible partie de la population chinoise, celle qui entretient des relations culturelles, commerciales ou personnelles avec la France, etc. Enfin, etc. Non, la dernière phrase est intéressante. Dans ces circonstances, seuls les milieux intellectuels peuvent en Chine se faire une idée exacte de ce qui se passe à l'étranger. Première œillère de cette citation, c'est donc encore une fois la presse qui n'est pas francophone, mais tout le reste de la presse qui peut paraître à Shanghai. Deuxième chose, cela dit, que soulève cette citation, c'est le problème du lectorat, qui est toujours un vrai problème. Estimer le nombre de lecteurs est assez problématique, et même quand on a les chiffres d'abonnement, ça ne reflète pas forcément le nombre de lecteurs. Un journal est un objet qui circule, qui est prêté, etc. Peut-être plus intéressant à mon sens, il y a cet article « La Chine peut devenir un débouché important pour les livres français » dans Comédia, le 21 mai 28, et qui est justement une espèce de mise à distance de la manière dont on se représente la Chine à Paris. Alors, je lis. Dans un article paru le 19 janvier dernier et dont par suite de la distance qui me sépare de Paris et de déplacements qui ont considérablement retardé mon courrier, je viens seulement de prendre connaissance, Monsieur André d'Olivier, étudiant la question de la librairie française à l'étranger, déclare « La Chine, j'étonnerai beaucoup d'éditeurs en leur apprenant que les journaux édités dans le Céleste Empire le sont presque tous en français. J'ignore si cette nouvelle a étonné les éditeurs, mais elle a fortement surpris les résidents français de Chine. Il ne se publie actuellement en effet en notre langue que 2 journaux, le journal de Shanghai, que dirige avec beaucoup de talent notre confrère M. Fontenoy, et le journal de Pékin, que dirige M. Albert Narbauer, qui cumule ses fonctions de journaliste avec celles de libraire. Donc il y a toujours cet effet de, comment dire, de distance et donc de rectification qui va être à l'œuvre quand on va parler du journal de Shanghai. De manière plus générale, hop, donc dans le journal de Shanghai est traité parce qu'on y trouve donc des informations. Si l'on prend, alors c'est toujours un peu, pas au hasard, mais si l'on prend le numéro du 14 janvier 36, on va trouver à la fois des faits divers, de l'international, des ventes de livres, du cinéma, des annonces concernant les bateaux. Les informations sont transmises par les compagnies de navigation et puis les départs de courrier. En fait, tout cela, ça pourrait sembler anecdotique, mais c'est aussi, cela dit, quelque chose que même en étant littéraire, j'étudiais dans ma thèse parce que c'est le contexte de publication des textes du journal et que ce contexte, on voit vraiment comment il fonctionne comme un micro-monde avec des réseaux, en fait. C'est-à-dire que ce principe un peu de mondialisation qu'on voit apparaître ici, les bateaux, le courrier, la vente de livres, les faits divers, mais en même temps les nouvelles sur l'Espagne, tout ce que contient le journal, tout ce que contient le journal de Shanghai a eu une vraie influence sur la représentation du monde et ça, en fait, c'était déjà le cas, alors avec toutes les modifications, technologiques que suppose le 19e, mais c'était déjà le cas au 19e siècle. Les textes circulaient, les nouvelles circulaient, et cetera et cela modifie quand même aussi, la perception qu'on peut avoir de textes littéraires. On est bien d'accord qu'ici, ce sont donc des informations.
Alors justement, je viens quasi un peu tard, mais au texte du journal. Quand on s'intéresse d'un point de vue littéraire aux textes produits par les journaux, on a en fait plusieurs possibilités. On peut prendre, disons, les grands textes reconnus par le canon littéraire et voir, c'est le cas au XIXe siècle, un peu au XXe aussi, et voir qu'ils ont été prépubliés dans la presse. C'est une première approche et cela fonctionne alors particulièrement au XIXe siècle, aussi un peu au XXe. On peut faire une approche par auteur et aller chercher les publications. Moi, je l'ai fait pour, par exemple, le romancier René Marange. Je suis allée chercher, et je sais qu'il contribue aux journaux, toutes ses publications. La dernière possibilité, en quelque sorte, elle est beaucoup moins sûre et donc parfois elle peut aboutir à des résultats un peu décevants. C'est qu'on va prendre un journal et qu'on va regarder dans ce journal quels sont les textes produits. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Après, je maintiens que là, moi, c'est un travail, eh bien, pour une présentation d'une demi-heure et que donc le journal de Shanghai, je n'en suis pas une familière, absolue. On pourrait se dire que les feuilletons seraient une bonne piste, c'est-à-dire on se dit: «Mais il y a bien forcément un auteur», mais Jean Fontenoy par exemple, qui va publier en feuilleton certains de ses textes. Souvent en fait, les feuilletons sont plutôt ce qu'on pourrait appeler une fausse piste, si l'on cherche des textes originaux, disons, et qui seraient vraiment en contexte et en lien avec les identités locales. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de reprises de textes français, et que donc on trouve peu de publications originales. Quelques publications peuvent attirer l'œil cependant, alors je reparlerai rapidement de l'ambassade oubliée d'Herberville, pseudonyme de Jacques Deprat. Il y a aussi, et là c'est plus intéressant, les chroniques et éditoriaux. Alors parfois, on a un peu de mal à considérer ces textes comme littéraires parce que ça revient à poser des questions extrêmement aiguës en fait sur la littérarité. Mais par exemple, dans le journal de Shanghai, les notes d'un Chinois, c'est une chronique régulière, souvent portée sur la politique, mais qui développe une plume personnelle, une identité et puis un lien de connivence aussi avec son lectorat. Alors, les notes d'un Chinois, c'est littéralement signé un Chinois, mais il y a un ethos, une identité, si vous voulez, de l'auteur qui se développe et qui est intéressante parce que, encore une fois, il y a une connivence et un dialogue en quelque sorte qui s'instaure avec le lecteur prévu par le journal, qui est un lecteur a priori de Shanghai. Le journal est envoyé, disons à Paris, on sait qu'il est lu et cetera, mais le lecteur qui est prévu initialement, c'est quand même plutôt celui de Shanghai. Les éditoriaux, alors j'ai mis signé F, les premiers, les éditoriaux, traitent de différents sujets, mais on peut là aussi entendre une personnalité de plume ou un ethos. Pour les feuilletons, alors c'est là encore pour vous donner une idée, on va avoir différents textes, une très forte propension, je les ai mis dans une deuxième partie, à publier des contes. Edmond Jaloux, Marcel Aimé, et cetera. Des contes plus ou moins récents et qui, en fait, correspondent bien à la publication du journal. C'est-à-dire, c'est un conte, on le lit en une seule fois, c'est efficace, il n'y a pas besoin de suivre et donc cela construit une espèce de bibliothèque francophone et française pour les lecteurs du journal de Shanghai. Il y a aussi des feuilletons. Ces feuilletons donc qui en construisent aussi et littéralement, en fait, c'est tout autant intéressant. Peut-être pas exactement ce qu'on attendait en termes de feuilletons locaux, mais il y a cette bibliothèque construite pour les lecteurs du journal et qui va leur donner à lire alors des choses très variées, parfois anciennes au sens où il y a pas une fascination, n'exagérons rien, mais en tout cas un goût pour, les feuilletons, d'Émile Gaboriau, qui sont quand même assez anciens quand ils sont publiés dans le journal. Il y a des publications plus récentes, également, des années 30, des années 20. Tout ça donnant donc, encore une fois, cette, bibliothèque périodique, mais qui fait que les lecteurs du journal de Shanghai ont aussi cette, fréquentation, disons, d'une certaine culture littéraire française qui est donnée. J'ai pris un exemple, pour, disons, aller un peu plus loin. Oui, alors, si vous me permettez, pardon, là j'ai raté quelque chose, c'est que c'est là que je voulais vous parler de l'ambassade oubliée. L'ambassade oubliée, alors c'est peut-être le seul ouvrage qui a un peu attiré mon œil, c'est que c'est un roman qui est donc publié sous pseudonyme
par un géologue. Et en fait, ce feuilleton, ce roman, avait été publié dans France Indochine, avait été publié dans France Indochine et pour le coup, lui, il est un peu, spécial au sens où l'intrigue, si vous voulez, c'est qu'au IIIe siècle, une ambassade romaine de commerçants serait parvenue en Chine et donc c'est une espèce de roman historique qui va parler de la Chine, mais de la Chine du IIIe siècle et avec cette, focale, très historique et puis, vraiment de, comment dire? Hem de confrontation entre deux cultures. J'ai retrouvé des critiques littéraires du moment où c'est sorti, qui remarquent notamment donc l'antagonisme entre deux cultures, entre deux femmes aussi qui vont symboliser chacune, donc l'une en gros Rome pour aller vite, l'autre la Chine. Donc ce feuilleton est un peu à part parce que lui a un ancrage, disons, asiatique au sens un peu large, mais sinon, il y a vraiment cette espèce de tension qu'on va retrouver entre Paris et Shanghai. Ne serait-ce que par l'intitulé de la rubrique, Paris-Shanghai, où l'on voit donc ce personnage-là qui tient le journal L'Int, alors, peut-être l'Intransigeant, qui est à l'époque un grand titre parisien, en troisième page, justement, alors c'est juste avant le changement de format du journal. En troisième page, il y a l'actualité, là, vraiment de Shanghai, là, qui est, disons, brûlante à ce moment-là. Et puis, il y a alors aussi les suppléments, mais toujours avec une certaine variété. Le supplément illustré en 37 est un supplément sur les sciences, sur plusieurs pages, avec de très belles illustrations, pour le coup, hem, qui donc, en quelque sorte, donne à voir, enfin, pour moi, cette variété de publications donne à voir vraiment le journal comme cette espèce de microcosme qui est censé refléter, hem les aspirations, les identités un peu multiples des lecteurs francophones, de Shanghai. Alors, enfin, les chroniques et éditoriaux qui sont souvent, tout de même, les endroits où en fait on va trouver des textes les plus intéressants, il me semble, d'un point de vue littéraire. Eh bien, alors c'est par exemple dans un éditorial du 1er janvier 29, L'éloge de Mei Langfang, qui est écrit par, Fontenoy et où on reconnaît quand même une certaine, on reconnaît le style de Fontenoy, si je peux le dire ainsi, dans ce texte. Alors, j'approche de la fin des 30 minutes, donc je vais peut-être pas là pour le coup, c'est les passages un peu longs, mais je peux lire quelques extraits. Donc, par exemple, sur le deuxième paragraphe, je vous propose? Eh bien, Mei Langfang, plus qu'aucun autre acteur, crée ce ravissement essentiel. Une soirée au théâtre chinois, c'est 3 ou 4 heures de délassement pendant lesquelles l'esprit flâne comme le regard, s'attachant ici aux splendeurs d'un costume, là à l'aspect comique d'un coin de la salle. On bavarde avec ses voisins, on sursaute au soudain hurlement des gongs, on reconnaît des amis, on boit une tasse de thé, et puis de temps en temps, quand le plus grand artiste de Chine se montre, accompagné de ses suivantes, qu'il se lamente ou s'éjouit d'une voix plus tendre que celle du violon monocorde, qu'il penche vers ses mains jointes le pur ovale de sa joue, ou qu'avant de mourir il adresse en une longue danse molle et mélodieuse comme son chant même son adieu à la vie, on oublie tout le reste, l'on sent profondément que le peuple auquel nous devons un art de cette qualité est un très grand peuple. J'ai dû faire une erreur de frappe et j'ai oublié un point. Mais on peut trouver donc ce genre de texte et il est vrai que quand on les trouve, il me semble, tout d'un coup, on perçoit mieux à quel point le journal a d'autres ambitions que de présenter uniquement les arrivées des bateaux. Note d'un Chinois, alors là aussi, c'est souvent au nouvel an, j'ai l'impression que, le rédacteur, se laisse aller à des textes un peu plus culturels, si je puis dire. Alors ici, là encore, je vais avoir du mal à tout lire. Mais il est question de la fin du calendrier lunaire, si vous voulez. Et si l'on prend, alors je vais vous proposer là encore le troisième paragraphe. Si nous avons décidé de voyager, le vieux calendrier lunaire nous indique le bon jour pour quitter notre demeure et le moyen de locomotion que nous devrons prendre pour voyager en toute sûreté et éviter tout accident. Ce sont de volumineux bouquins qu'il faudrait écrire pour relater les accidents dont furent victimes les personnes qui ne tinrent aucun compte des indications du calendrier lunaire. Que je vous cite le trait suivant. Vous me traiterez certainement de toqué, mais qu'à cela ne tienne. Comme nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur le mode de transport, j'ai coupé un peu, une vieille tante de l'ami chez qui nous dînions intervint.
Petits jeunes gens, nous dit-elle, que vous êtes idiots. Vous n'êtes pas dignes d'être chinois car vous ignorez les us et coutumes du pays. Ne savez-vous donc pas qu'il existe un calendrier lunaire qui vous indiquera la voie qu'il faudra prendre? Si vous partiez pour Pékin, je vous aurais conseillé d'aller solliciter l'avis d'un diseur de bonne aventure, mais vous partez pour Hong Kong. Attendez, je vais, moi, votre vieille tante, vous dire s'il faut prendre le train ou le bateau. Et en fait, on a ici un micro-récit et l'anecdote se développe ainsi. Et je termine par la littérature chinoise d'aujourd'hui, qui là aussi est extrêmement intéressante. Donc, je ne sais même pas si je... Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui, oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Super, désolée. Donc, je vais peut-être pas... Mon chinois étant ce qu'il est, je ne vais peut-être pas tenter même de prononcer le nom du traducteur et de l'introducteur de ce conte qui est publié, mais c'est une sommité de l'époque des relations franco-chinoises. Et donc le conte ici, il est présenté, alors c'est dommage, je n'ai pas trouvé beaucoup de publications de ce style sur la littérature chinoise qui auraient été traduites et publiées. Après, encore une fois, je suis allée assez rapidement. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le conte est présenté sous l'angle d'une littérature, en gros, d'état, morale et édifiante. Il est relativement court, il correspond en fait aux autres contes français qui sont publiés, mais il présente donc une histoire chinoise. Et il commence justement par cette introduction qui est cette escorte en quelque sorte du texte fictionnel qui est très intéressante puisque c'est une mise en situation. Un sinologue de mes amis m'a dit un jour, savez-vous ce qui avive le plus la nostalgie de votre pays? Non, je ne sais pas. Eh bien, je regrette les cris des marchands, que je comprends cela. Et on a ici tout un texte très culturel, très poétique, qui va en plus servir à introduire en fait le conte à proprement parler, qui s'intitule donc La vente d'un fils. Là encore, le problème, en gros, sur les 3 derniers exemples que je vous ai cités, c'est que ce n'est pas régulier, ce n'est pas massif, et que donc, on ne peut peut-être pas, et si vous voulez, en tirer un trait général. Souvent, c'est avec des effets de corpus que ce genre de textes deviennent vraiment signifiants et intéressants, et en voyant éventuellement des effets de circulation que là, je n'ai pas identifiés. Bref, pour conclure, donc, cette communication, j'en ai bien conscience, elle n'a sans doute pas éclairé le journal de Shanghai autant que vous auriez pu l'espérer, au sens où il y a, comment dire, je n'ai évoqué ni le nombre de lecteurs, les précisions de personnel, les tirages, les échanges, les contrats qui faisaient fonctionner le journal. Le but, disons, c'était plutôt d'effleurer une problématique qui est applicable à l'étude du journal de Shanghai, celle des liens entre les périodiques et le monde qu'ils vont à la fois décrire et recréer en même temps, faisant là œuvre de littérature en fait, parce que vraiment, ils réordonnent et ils informent, ils forment le monde dans lequel ils prennent naissance. Donc ce sont en fait des objets extrêmement complexes, les journaux, qui offrent plusieurs possibilités d'études. Et le journal de Shanghai, pour le coup, ne déroge pas. Encore une fois, on n'a pas de corpus massif de textes littéraires, ce n'est pas une revue littéraire, mais c'est précisément parce que ce n'est pas une revue littéraire qu'il est intéressant d'aller chercher quelques textes pour voir ce qu'ils peuvent en fait dire. Parfois, on a des surprises avec des textes qui surprennent par leur acuité, leur décalage, leur tonalité par rapport à l'ensemble du journal. Je n'ai pas tout cité là non plus dans ce que j'ai vu. Il y a par exemple tous les récits de voyage, les reportages de Le Palu qui va publier à intervalles réguliers donc ces reportages. Mais c'était encore une fois une manière de voir que on peut s'intéresser aux textes produits par des publicistes, pas dans des revues spécialisées, pas forcément sur le modèle de, par exemple, Claudel quand il écrit dans l'Écho de Chine, où on a repéré ses articles, on sait que Claudel les a écrits. Non, vraiment, d'un point de vue, là aussi littéraire, on peut s'intéresser à un journal quotidien parce qu'en fait, il publie des textes qui font partie d'un corpus littéraire qui était envisagé comme de la littérature et qu'on aurait tort, en fait, de négliger. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour cette belle présentation. C'était vraiment passionnant. Je vais repartager mon Oui, voilà, je vais arrêter mon PowerPoint. partage. J'arrive. Et puis après, on va pouvoir passer aux questions et discuter un peu de tout ça. Alors, hop, c'est ça. Hop.
Est-ce que tout le monde voit... Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, enfin, moi, oui. Super. Ah, voilà. Donc, c'est l'heure des questions du public, c'est écrit, vous pouvez pas y échapper. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce regard un peu décalé, en tout cas ce pas de côté en termes de réflexion sur l'histoire du journal de Shanghai. Ça m'a, de mon côté, moi, ça m'a paru très intéressant dans ce que ça apporte aussi comme nouvelle piste de lecture. Moi, je ne prétends pas être un historien professionnel, mais dans ma pratique, en tout cas de la source, c'est vrai que je suis passé assez à côté de cette dimension littéraire. J'ai pas pris le temps, en tout cas, de m'y intéresser. Moi, ça m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez dit, l'aspect un peu, on va dire, anthropologique hein, aussi en termes de représentation sociale du Shanghai, en fait, de la concession française, des Français à Shanghai, euh, pour reconstituer un peu cet univers quotidien, même si, comme vous l'avez dit, il faudrait aussi étendre le regard à la presse anglophone, par exemple, qui devait être très lue par la communauté des Français de Shanghai. Et donc, c'est tout un réseau qui serait reconstitué et analysé comme ça. Et en tout cas, voilà. Merci aussi pour ces textes, ces citations. Donc, ça donne très envie finalement de le relire, en tout cas de relire ces textes-là, ou de les lire pour moi en ce qui me concerne. Je suis passé à côté. Donc voilà. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Alors, on va passer aux questions. Si vous en avez, et j'espère qu'il y en a, parce que c'est quand même très intéressant comme éclairage, levez la main, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Peut-être que Pierre Clerquin, qui est là justement, qui se cache parmi les membres, a des questions à vous poser. Ou des éclairages aussi, hein, parce qu'encore une fois, je suis loin d'être spécialiste du journal de Shanghai comme, comment dire? Comme objet. Au mieux, je peux le comparer avec d'autres journaux, disons, que j'ai fréquentés. Alors, on vous laisse encore 2 petites secondes. S'il y a pas de questions, je vais prendre la main. Je vais poser une première question. Euh, Est-ce que, bon, du coup, je vais prendre le truc peut-être à l'envers, mais de manière chronologique en tout cas. Est-ce que vous avez eu la Mmh. chance d'analyser ou de travailler sur d'autres journaux français publiés à Shanghai? Peut-être publiés avant, en fait. Oui, j'avais travaillé avec une collègue, chinoise sur l'écho de Chine, et du coup, là, pour le coup, j'étais allée à la, Tikaway, à la bibliothèque, puisqu'ils avaient ils ont une très belle, collection. Hem, mais j'étais un peu, pas déçue, disons, mais c'est vrai qu'il y a, pas autant d'archives que ce que je pensais. C'est pour moi, c'est vraiment l'écho de Chine et le journal de Shanghai quand même les plus, fondamentaux. Et dans l'écho de Chine, c'est vrai que ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on se focalise beaucoup sur les articles que Claudel écrit quand il est, sur place. Mais c'est un journal aussi on avait pris notamment, en fait, le tournant du siècle, donc c'est un journal qui est encore sur des modèles plutôt fin 19e. Hem et alors, pour vous avouer, en fait, j'ai même un peu pas des trous de mémoire, mais c'était quand même ouais, j'étais encore à Shanghai, c'était il y a 4 ans, et du coup, je me souviens moins. Le journal de Shanghai, pour le coup, sur les textes que j'ai pu trouver, me semble plus, les textes m'ont paru plus intéressants, mais y compris pour ce que vous dites, oui, sur cette espèce de reconstitution du quotidien, sur le réseau. Ils sont peut-être plus représentatifs d'un journal des années 1930 aussi, qui a une certaine, soif de modernité, quoi, en quelque sorte, et qui est plus conscient peut-être aussi des liens, avec plus de facilité, des liens, régionaux et internationaux. Oui, d'accord. Ok, ok. Oui, effectivement, sur l'étude de l'écho de Chine, je crois que Pierre a commencé à travailler un petit peu dessus. Ah, Oui, euh, bonjour, j'ai Pierre, commencé à travailler sur les codes Chine. Moi, j'avais juste une remarque, en fait, vous avez mentionné la première page où il y a beaucoup Oui, de publicité et qui, effectivement, au moment de la guerre quand voilà. la guerre éclate contre le Japon, change Oui, complètement. D'ailleurs, je l'ai noté dans oui. l'article, mais apparemment, ça faisait partie du business model du journal. C'est pour avoir plus de revenus, ils mettaient ça en avant, en fait. Et Mais c'est en vrai. tout cas, c'est ce qui est écrit dans le livre Fontenoy ne reviendra plus.
qui est une Oui. biographie donc sur Jean Fontenoy, et ils expliquent ça, c'est que la première page servait à rentabiliser le journal, en fait. Mais c'est ça qui m'a un peu, disons que oui, je comprends bien en plus et puis, oui, ça se tient, mais c'est ça qui m'a un peu étonnée, c'est que comment dire? Du coup, ça éclaire pas mal aussi sur la manière dont Fontenoy devait se représenter le lectorat de Shanghai. C'est-à-dire peut-être plus intéressé par les affaires, enfin qu'il fallait attirer par les affaires, alors que vraiment dans d'autres, territoires, on n'a pas cette image en effet très business en quelque sorte, que donne le journal là jusqu'à la guerre. Bah, d'ailleurs, le journal de Shanghai, c'est avec Shanghai avec un S et non pas Oui. Shanghai avec un C. Et c'est expliqué en fait dans les premiers journaux du mois de décembre 1927 qui sont pas numérisés sur Mmh. Gallica mais disponibles à la bibliothèque de chez Jarway, où ils ont Mmh. suivi le monde le monde des affaires en fait. Oui, oui, c'est ça, c'était la puis c'était, c'est ce que vous disiez aussi, comment dire? Encouragé par la chambre de commerce qui a dû peut-être aussi encourager ce type de publication au départ. C'est ce type de format. Oui, oui. Oui, mais ce qui fait d'ailleurs encore une fois que malgré tout, le journal quand même développe d'autres textes. Alors forcément je suis plus 19e, mais au 19e siècle, quand j'avais travaillé sur la presse des comptoirs, hem, français, je les avais exclus de mon corpus parce qu'en fait, après avoir beaucoup regardé, eh bien, ils étaient purement commerciaux et donc il n'y avait là littéralement pas de texte du tout. Ils essayaient même pas de publier un feuilleton, littéraire ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça marque quand même, de mon point de vue, la singularité du journal de Shanghai. C'est-à-dire partir vraiment de ce côté très, commercial et pour autant ne pas négliger en gros, la matrice habituelle d'un journal, le format habituel d'un journal avec les activités, culturelles quoi, qui sont intégrées. Ok, ok. Ok. Euh, pour rebondir sur l'aspect commercial, ça me fait penser que je lisais il y a pas longtemps dans la thèse très intéressante de Cécile Armand, qui a publié donc une version livre d'ailleurs de sa thèse sur l'histoire de la publicité à Shanghai. Elle parle à un moment en fait de la presse orientale, qui est une création française, qui est en fait la base, l'assise, la société mère, on va dire, de l'Écho de Chine, qui a été fondée en 1898 ou 1897. Et du coup, en fait, cette société, qui est peut-être, en tout cas, créée avec l'appui du consulat, vu qu'elle est située très près du consulat et qu'a priori, il y a des liens aussi, notamment dans les textes qui sont publiés au début. Il y a pas mal de textes de gens qui travaillent au consulat. Enfin, je me souviens plus des détails, hein, mais on sent qu'il y a un lien, en tout cas. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, cette société passe pour être une des pionnières de la publicité à Shanghai, en fait. Très Mmh. rapidement, ils vont développer la publicité, comme évidemment c'est un modèle qui permet, je suis pas spécialiste de la presse, mais qui soutient aussi le financement, mais aussi en fait finalement vont développer une activité propre et avant d'être achetés plus tard, après avoir traversé des difficultés financières, vont vraiment être une des principales sociétés publicitaires à Shanghai. Donc il y a peut-être un lien à trouver là-dedans. Mais c'est vrai, en tout cas, là, le seul point sur lequel je me suis dit: «Oui», la publicité, en effet, quand je parlais là de 1836, en gros, la grosse nouveauté aussi d'Émile de Girardin, c'est qu'il finance le journal par la publicité. Donc c'est vrai que les liens publicité-presse sont très anciens et très, comment dire? Ils sont très signifiants. C'est toujours extrêmement intéressant d'aller regarder les publicités, leur type et puis même d'un point de vue, comment dire? Il y a des innovations dans les réclames qui sont extrêmement il y a tout un pan comment dire? D'études de la presse qui se focalisent uniquement sur les réclames et les publicités, tellement c'est, intéressant en fait de voir, ce développement. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on y est, pour rebondir là-dessus. Ok. Ça me fait rebondir sur quelque chose très simple, mais c'est anecdotique, mais c'est toujours marqué en fait, peut-être aussi pour les coachings et sûrement sur d'autres publications coloniales. En dessous du Mmh. titre du journal, Oui, le il y a sous-titre. journal, le sous-titre, ouais, Journal des intérêts français ou organes des intérêts français à Shanghai ou en Chine. Et qu'est-ce que ça reflète en fait? Est-ce que c'est lié en fait une sorte de mention obligatoire parce que c'est soutenu par le consulat, par exemple, ou
C'est une référence à la métropole, en fait? Alors c'est vrai que c'est un sous-titre en fait qui est, déclinable vraiment, assez ancien et qu'on retrouve assez souvent, organe des intérêts. On va le retrouver aussi d'ailleurs dans la presse, hexagonale pour peu qu'elle soit, provinciale si vous voulez, enfin pas, parisienne. Organe des intérêts, alors parfois c'est décliné économiques, littéraires, agricoles, commerciaux et souvent on a aussi donc l'ancrage, local. Hem, du coup, alors je m'étais pas posé la question de savoir si c'était une obligation par rapport à un financement éventuel, parce qu'il me semble qu'on va le retrouver sur des titres, comment dire? Totalement, privés qui sont pas soutenus. Cela dit, je suis pas sûre à 100. Ce qui est certain, c'est que c'est une formule quasi figée, en fait et qui est un bon moyen de repérer du coup, le, en fait, l'ancrage aussi tout bêtement, géographique. Mais les sous-titres souvent sont assez intéressants. Ils ont tendance à se, standardiser, il me semble, au cours du 19e et puis ensuite du 20e. OK, donc c'est presque, en fait, une proclamation une manière de dire: «Nous sommes un journal, un vrai journal, Nous fiable». sommes un vrai journal, voilà quelle, partie du monde nous traitons et c'est vrai que je pense que ça peut être très pratique dans les systèmes d'échange de journaux puisqu'en gros, alors, en 1927, bien sûr, il y a le télégraphe, il y a les agences de presse et cetera, hein, pour avoir des nouvelles, mais on continue à échanger aussi des journaux, par abonnement et qui partent vraiment là par la poste. Et donc je pense que ça peut être intéressant pour les rédactions, un peu, en fait, partout autour du monde, quand on a le journal de Shanghai, de vérifier quel est son rayon d'action en quelque sorte et donc voir que c'est bien les intérêts français et cetera. D'accord. Effectivement, après pour la Chine, il y avait, heu, il y avait la presse à Pékin, il y avait, donc Mmh. Albert Narbor qui était assez actif, même très actif par rapport à la taille de la communauté, je pense. On avait un membre qui avait écrit notamment un article sur lui, sur ce qu'il faisait à Pékin. Mais je sais pas, oui, effectivement, ce serait intéressant de voir comment ces journaux étaient sous-titrés aussi. Oui, non, c'est ça et ça peut se vérifier assez rapidement et ça permet là aussi vous avez dit à un moment le mot réseau, c'est le plus intéressant en fait de voir ces espèces de réseaux qui se dessinent, par les sous-titres aussi et ça permet quasi de voilà, pas cartographier, mais on pourrait ce serait en fait assez, c'est toujours un peu comment dire? Un but quand on s'intéresse aux journaux francophones, l'idée d'essayer de cartographier, non seulement les journaux bien sûr, mais aussi les relations qu'ils avaient entre eux, les échanges même de personnel, d'articles et cetera. Ça permet de voir des modèles de circulation en gros Mmh. et qui sont souvent, extrêmement, bien mis en place même avant le télégraphe, même avant le quasi la vapeur. D'accord. Et du coup, vous parliez des rédacteurs. Est-ce que vous avez identifié des comment dire? Est-ce que vous avez retrouvé finalement une grille de lecture comparable à ce que vous sur les corpus sur lesquels vous avez travaillé pour votre thèse, par rapport aux rédacteurs des journaux à Shanghai, ou est-ce qu'il y a des différences? Alors la seule chose qui m'y a fait penser fortement, c'était ce que j'appelle les signatures un peu par périphrase, c'est-à-dire les chroniques notes d'un Chinois qui sont signées un Chinois. Ça, c'est assez ancien en fait comme idée, c'est-à-dire, faire parler alors c'est toujours pareil, à moins d'avoir les archives du journal, on ne sait pas qui est le rédacteur. On n'a aucune idée. Est-ce que c'est bien d'ailleurs réellement un Chinois qui écrit? Est-ce que c'est un écran en gros? Ça s'est retrouvé ailleurs, mais ce qui est très intéressant en comparant, c'est de voir que, comment dire? Il y a selon la manière dont la France va envisager, en gros, les territoires, il va y avoir des signatures qui sont plus ou moins valorisées. Un chinois, la chronique tient et elle est vraiment, alors j'ai pas réussi à trouver quand est-ce qu'elle s'arrête exactement, mais elle est régulière pendant pas mal de temps et elle est plutôt valorisée. C'est un point de vue politique, c'est vraiment une chronique assez importante. Alors que j'avais vu d'autres choses où c'était beaucoup moins valorisé. Il y avait eu des tentatives un peu pour avoir des chroniques écrites, par exemple, par des Algériens, en gros, ça ne marchait pas très longtemps. Donc ça, j'ai retrouvé. Après, c'est plutôt ce sera pas forcément comme au 19e siècle parce qu'il y a eu les lois sur la presse, enfin la presse a changé, en fait
Et globalement, même par rapport à l'Écho de Chine, où il y avait énormément de signatures par pseudonyme, un peu latinisantes, humoristiques, si vous voulez. Là, non, c'était des initiales principalement. Et non, le journal est assez, comment dire, franc. Je crois réellement qu'un chinois, c'est la seule signature qui ne soit pas élucidable. Parce que sinon, en gros, même les initiales, on peut les retrouver. Ce qui se passe aussi, et ça, c'est fonctionnement de journal tout à fait normal, c'est qu'il y a énormément d'articles qui sont pris dans la presse parisienne, en gros, et qui sont remis. Donc forcément, le journal est très long et en fait, on peut avoir 3 pages d'extraits de journaux parisiens. Donc là, pour le coup, c'est peut-être que la grille de lecture est peut-être plus celle d'un journal des années 30, enfin, oui, si, des années 30, que d'un journal, comment dire, francophone à l'étranger. D'accord. Donc un journal, un journal des années 30, mais du coup, en France? Oui, oui, c'est-à-dire qu'en gros, il ressemble à un journal des années 30 en France. Alors à part ce qu'on a dit donc sur les premières pages qui sont des annonces et qui ensuite disparaissent, mais il fait vraiment valoir quand même, après cette disparition là, des 2 premières pages d'annonces, il fait valoir la structure d'un journal des années 30 tout à fait classique. C'est le plus important dans le journal, en fait, avoir cette structure qui permet de se repérer, qu'on soit à Paris ou à Montpellier ou à Shanghai. Et c'est pour ça que c'est dans les textes ensuite qu'on peut avoir des variations d'identité ou dans certains types de chroniques. Je ne sais pas si je suis bien claire, parce que je commence un peu à fatiguer, mais... Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour vos efforts. À ce stade, est-ce il y aurait des questions du public? Je scrute des réactions. S'il n'y a pas de réaction, je vais peut-être vous poser une dernière question, si ça vous va. Peut-être pas vous sursolliciter vu que vous êtes encore fatigué. C'était au niveau du rapport en fait presse et livres. Je me Mhm. demandais, est-ce que vous avez repéré, à Shanghai ou ailleurs d'ailleurs, en fait finalement un rapport entre l'offre de livres en français, la disponibilité de ces livres, qui peut être très variable selon les endroits, et notamment à Shanghai, elle est restée longtemps assez rare, je pense, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, bah, le développement ou le non-développement de la presse, enfin, est-ce qu'il y a des effets de base communicants, au contraire, les deux vont ensemble? Moi, c'était un peu mon hypothèse pour le 19e siècle, sur le fait que les livres étant de rien, des biens qui coûtaient, au 19e siècle particulièrement, qui coûtaient cher et qui étaient difficilement accessibles quand on était dans des territoires coloniaux, il fallait les faire voyager, que le journal tenait vraiment lieu de culture de l'écrit, en fait. On avait quelques livres, très peu. Par contre, on avait le journal qui arrivait et c'est lui, d'où l'importance, en fait, des feuilletons et de la bibliothèque constituée ainsi. À Tahiti, clairement, le journal publiait en feuilleton toute une bibliothèque classique française qu'après, d'ailleurs, il sortait vraiment sous forme de livre et il appelait ça la bibliothèque du messager de Tahiti. J'avoue que pour Shanghai, en fait, c'est sur le marché du livre que je n'étais pas sûre. Il y en avait beaucoup ou pas, mais clairement, le journal, je pense, dans, disons, dans les territoire éloigné de Paris, a tendance à remplacer, le livre, beaucoup. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans les feuilletons, je pense, il y a des effets en plus très simples de remplissage, hein, des pages. Il y a à la fois des ouvrages assez anciens et qui, je pense, là, littéralement, appartenaient au rédacteur. Enfin, Gaboriau, je pense que c'est la bibliothèque personnelle, peut-être même de Fontenoy, et il prend et puis du coup, il repasse en feuilleton, je sais pas. Et en revanche aussi des publications plus récentes. On voit bien qu'il y a des textes des années 1930, justement, 1920, pour tenir le public informé des nouveautés un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est sur le commerce de librairie à Shanghai dans les années 20-30. Je suis pas sûre. Voilà, si vous le dites, en effet, s'il y a peu de livres à ce moment-là, le journal a clairement ce rôle-là. Oui, je vais pas dire de bêtises, hein, non plus, parce que c'est pas quelque chose dont je suis hyper spécialiste. Après, je sais qu'il y avait une offre de livres via la bibliothèque de l'Alliance française, qui était relativement développée, comme avec 22 000 volumes dans les années 30, hein, donc c'était comme une belle bibliothèque francophone, surtout en Asie, sûrement la première. Donc il y avait une offre locale via cette bibliothèque. Par contre, j'ai retrouvé pas mal d'échanges
les correspondances consulaires autour du problème de la création finalement d'un libraire. Mhm. Ils appelaient ça l'office du livre en fait, à Shanghai. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Cazon Bonardel qui va le mettre en place, un passionné, qu'on retrouvera après, je crois, à l'ambassade, enfin, parmi les personnels de l'ambassade aux Philippines. Bon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, ce personnage va se battre pour mettre ça en place, mais on est vraiment au début des années 30, il me semble. Et il a du mal, etc. Et en fait, on c'est plus dans un enjeu aussi de... Alors, il y a l'enjeu finalement de distribuer des livres aux Français sur place, mais il y a tout l'enjeu, en tout cas c'est comme ça qu'il le vend, de diffuser la pensée française, donc dans le cadre de la concurrence entre les puissances, dans une sorte de commencement, en fait, de grands débuts du soft power, en fait, diplomatie culturelle. Donc voilà, mais a priori, c'était pas... Ouais, il y avait ces aspects-là. Et ça me fait vraiment penser, alors encore une fois, c'est un peu anachronique et je suis très 19e, mais cette histoire-là du messager de Tahiti, clairement, là aussi, c'est quand même la rivalité aussi avec la présence, enfin, toujours l'influence anglaise et le messager de Tahiti, c'est le journal officiel, donc c'est vraiment aussi le, le gouverneur, en gros, hein, qui veut qu'il y ait en effet alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que du coup, il publie du Fénelon, par exemple, Télémaque qui sort, mais c'est vraiment dans cette idée de, en effet, on va offrir à tout le monde vraiment une bibliothèque classique française qui sera bien diffusée dans l'archipel et qui permettra de contrer un peu l'influence culturelle anglaise. Alors, je ne sais pas si à Shanghai c'était à ce point poussé, mais le journal a toujours ce rôle-là aussi, ouais, de développer une influence un peu culturelle. Encore une fois, ce que je regrette un peu en ayant lu, c'est qu'il n'y ait pas eu, je crois, parce que la recherche en mode texte en plus est un peu défaillante sur Gallica pour ce journal, qu'il n'y ait pas eu plus de publications en revanche de, comment dire, franco-chinoises en quelque sorte, c'est-à-dire des essais sur la littérature chinoise ou des traductions. On sent que oui, l'idée c'est quand même plus de publier des œuvres françaises et un point de vue français, peut-être. Oui, oui, oui. Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aussi, il y a quand même de l'actualité culturelle dans les pages du journal de Shanghai, autour de la station, par exemple, de radio de l'Alliance française, de la Oui. programmation de l'Alliance française, des concerts, des choses comme ça. Donc, il y a ce relais-là, en tout cas dans le journal de Shanghai. Et ça me faisait penser, en fait, la semaine dernière, on a eu une très belle conférence là sur une écrivaine polonaise d'expression francophone, mariée à un Chinois, tous deux francophones, et qui a Mhm. écrit en fait un roman qui a été adapté au cinéma à l'époque du cinéma muet, en 1932, qui s'appelle Love and Duty dans sa version anglaise. Et ce livre est écrit a priori en français, traduit en chinois alors peut-être pas par son mari pour celui-là, parce qu'elle a écrit plusieurs livres, et donc traduit en chinois, et il a cartonné entre guillemets dans le Shenbao, où il était feuilletonné. Mhm. Il a cartonné Mhm. en chinois, ce qui a mené à sa publication en chinois. Après, il a été publié en anglais et finalement publié en français, mais longtemps après, et donc adapté au cinéma suite à son décollage, enfin à sa réussite commerciale au niveau du public chinois. Et c'est un livre en fait qui parle, un peu comme Pearl Buck a pu le faire dans Vent d'Ouest, finalement, des problématiques de la modernisation des mœurs, pardon, avec ces Chinois qui reviennent d'Occident après leurs études, et les problématiques qu'ils rencontrent. Et du coup, on voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi le texte n'a pas été publié en français, et par exemple dans le journal de Shanghai, mais effectivement, c'est un texte local publié en français à un moment. Enfin, et ça n'apparaît pas, effectivement, j'ai l'impression, dans le journal de Shanghai. La réponse, je sais pas, c'est vrai, mais ça peut être aussi à aller chercher du côté des sociabilités, les journaux, et je pense que le journal de Shanghai n'y échappe pas. Les journaux de l'époque fonctionnent vraiment par camaraderie, en gros, Mm. littéraire, par réseau un peu concentrique, et peut-être que si elle n'était pas dans le bon réseau, malgré le succès, c'est plutôt ça qui m'étonne, qu'on n'a pas vu l'intérêt de le publier, mais c'est vrai que c'est étonnant. En effet, je ne crois pas avoir vu ça, oui, dans le journal de Shanghai, hein. Ce texte, c'est quelle année? 32, vous avez dit, oui. Le film, c'est 32. Après, en gros, c'est échelonné dans les années 20. La publication, c'est plutôt au début des années 20, en feuilleton dans Shenbao, je crois. Bon, après, ça renvoie aussi peut-être à l'aspect de réseau, enfin, la manière dont le lectorat, en fait, aborde sa lecture des journaux à Shanghai, le fait de passer d'un journal à l'autre, d'une langue à l'autre. Peut-être qu'il n'y Oui. avait pas la place pour le republier en français.
Je sais pas. Non, non, et c'est vrai que de ce point de vue-là, Shanghai est quand même, il me semble, vraiment remarquable parce que des journaux, disons, euh, allophones, mais multiples, il y en a dans pas mal de territoires, mais pas avec ce rapport en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois ce côté euh, bilingue, voire polyglotte des lecteurs, et puis avec cette situation où le français est quand même plutôt en situation minoritaire par rapport à l'anglais. C'est pas si fréquent dans les corpus que j'ai vus, en tout cas. Oui, d'accord. Oui, Shanghai, c'est aussi particulier. C'est pas vraiment un monde totalement colonial non plus. Les Donc, rapports de domination sont pas les mêmes. et c'est ça, donc c'est vrai que c'est là aussi, même pour, comment dire, même là, c'était un pas de côté aussi par rapport à, disons, à mon corpus initial, mes corpus initiaux. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y aurait une dernière question? A priori, non. Donc, à force de faire des pas de côté, on se retrouve à une heure bien avancée déjà. Donc, Oui, s'il n'y a c'est pas d'autres vrai. questions, ben, écoutez, on va s'arrêter là pour la partie, en tout cas, de l'intervention de Laure de Mougin. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Bon, bah, merci, et puis oui, je vais sans doute vous quitter, mais merci encore pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir et pour la discussion. Avec plaisir. Peut-être qu'on se reverra dans d'autres circonstances ou sous un autre format, on verra. Je Pourquoi pas un l'espère. podcast avec Michel. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, du coup, si j'ai bien mon horloge Oui, en tête. c'est ça. Au 20h37. revoir et merci à tous et toutes. Merci, bonne journée. Bonne journée. Donc, euh, donc voilà. Bonjour Junko. Euh, pour les gens, pour les habitués, si vous voulez rester un petit peu, bah, n'hésitez pas à prendre la parole. Je sais pas, Pierre, il y a Yvon qui est là aussi. Philippe, on peut passer en mode club recherche rapide, si vous voulez. Euh, ne prenez pas tous la parole en même temps, surtout. Du coup, hop. Alors attendez. Parce que bon, pour rebondir encore sur ce qu'on vient de dire, là c'est le livre en fait qui a été publié au Presse universitaire de Strasbourg de Laure de Mougin, L'Empire de la presse. Donc très intéressant, même si un peu loin éloigné de Shanghai, c'est sûr. Euh, hop, pardon. Hop, je m'emmène les pinceaux. Ouais, il y a quoi dans la conversation. Merci. Oui, du coup, son livre. Et également, oui, bon, bah, du coup, tout le monde connaît, je pense, là, pour ceux qui restent, mais il y a donc, les deux articles de Pierre, donc Une brève histoire du journal de Shanghai et Le courrier de Chine, qui ouvrent un peu au-delà du journal, et sur des aspects bien plus historiques, bien sûr, mais des articles, bah, comme vous l'avez pu l'entendre, un peu de référence maintenant, quand même, sur l'histoire du journal de Shanghai et de la presse à Shanghai. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et si personne ne prend la parole, rapidement, bah, un petit rappel donc, sur la disponibilité des numéros de guerre du journal de Shanghai, qui ont été mis en ligne par l'Université de Kyoto, qu'on remercie beaucoup. Donc, qui n'en sont accessibles nulle part, même à la Zikawa, ne sont pas disponibles après juin 1940, il me semble, ou Pierre me corrigera peut-être. Et donc, ils sont disponibles en ligne. Et donc, c'est très intéressant pour étudier aussi ce qui se dit dans le journal de Shanghai pendant la guerre, aborder un peu aussi le Shanghai de la guerre, quoi, on va dire, Shanghai de Vichy, aussi pour la concession française. Euh, voilà. Et Zikawa, c'est jusqu'à avril oui, 1944. Mais là, avec d'accord. comment dire, sur les sites de l'université japonaise, ça va bien plus loin, ça va jusqu'en novembre 44, et ce qui est assez, plus c'est loin et plus c'est remarquable en fait. Et à la fin, il y avait beaucoup de problèmes d'impression, de pénurie et de coupure d'électricité. Voilà. Et ça se voit dans le résultat de la publication, c'est ça? Bah, il y a le nombre de pages qui diminue, mais surtout, il y a des numéros qui manquent en fait. Des fois, tu vois un journal de Shanghai de 1944, je dis une date au pif,
Ils disent bon, bah voilà, désolé pour la non-parution les 2 jours précédents, il y avait un problème d'électricité ou quelque chose comme ça. Là, Ouais, d'accord. la Hmm. publication n'était pas continue dans le sens où il y a eu, ça a été comme une horloge, un journal par jour, en fait, ou 6 par Hmm. semaine. Il y a eu plusieurs coupures, en fait, à cause des restrictions, à cause des pénuries et des fois de manque d'électricité. Ouais, d'accord. Ouais, on n'est plus dans un vrai hebdomadaire. On peut reconstituer vraiment les interruptions, quoi. Voilà. Ok, ouais. Et, ouais. Et toi, tu l'as parcouru un peu le journal de ces années de guerre? T'as pris le Oui, temps un oui, peu de et l'étudier? alors après, il est très ennuyeux, hein, parce qu'il n'y a plus du tout il y a plus du tout d'articles qui expliquent enfin, intérêt historique sur Shanghai. C'est vraiment que des brèves de presse qui sont passé le filtre, qui ont passé le filtre de la censure japonaise, puisque les brèves à bas c'était encore réceptionné à Shanghai, mais la publication était contrôlée par les Japonais en fait. Les Japonais devaient donner leur approbation pour que la brève soit publiée dans le journal. D'accord. Donc C'est quoi? on voit essentiellement par exemple comment dire, les pertes infligées par les armées de l'Axe aux armées alliées, ainsi que les pertes civiles suite aux bombardements alliés. Voilà, en gros, c'est les 2 types de news qu'il y a dans le journal. Voilà. D'accord. Et après, il y a 2, 3. C'est quand même assez intéressant de regarder pour certains moments clés, par exemple. Alors là, on ne verra pas en ligne sur le journal sur le site de l'université japonaise, mais par exemple, il y a un article sur Pearl Harbor. Et ça permet de voir comment Pearl Harbor a été annoncé à Shanghai, en fait. Il y a également des articles c'est sans doute les seuls qui sont vraiment intéressants de cette période, sur la rétrocession de la concession française. C'est-à-dire que c'est bien expliqué, il y a une cérémonie, etc. Voilà, Oui, c'est d'accord. des témoignages de première main de cette période, quoi. Mais sinon, globalement, il est très ennuyeux quand même, hein. C'est pas la meilleure période pour le journal de Shanghai. Oui, d'accord, ouais. Et il Mais est également très court, ouais. souvent maintenant, avant même, c'est 2 pages. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. qu'il perd un certain nombre de pages au cours des années de guerre. Et à la Donc, fin, c'est juste une feuille recto verso, en fait. ouais, c'est un flyer, quoi. Voilà. Ok. Mais avec la même taille. Pour un grand bout de papier qui On, couvre on, toute la on garde page. la face, quoi. Voilà. Ok. Oui, non, bah, effectivement, quand tu parles de sources, comme il y a quelques trucs à prendre, je me souviens comme ça, je l'ai pas regardé beaucoup, mais de la une du 14 juillet 1942, jour de fête nationale, qui est dévolue donc à une présentation, enfin, de portrait finalement du gouvernement français de l'époque. Donc forcément, ça fait bizarre quand on le regarde, parce qu'on voit le maréchal Pétain en plein milieu, Pierre Laval et d'autres comparses. Et en dessous, oui, on retrouve par contre les autorités de la concession française aussi, leurs portraits. Donc c'est marrant, il y a aussi une mise en avant de l'autorité, hein, c'est un peu la Révolution nationale aussi. Et du coup, voilà, ça nous met dans le contexte. En tout cas, voilà, on voit que c'est le message qui doit passer. Donc voilà. Oui, donc pour dire que c'est disponible maintenant. Donc on complète au fur et à mesure le corpus. Pierre, tant qu'on y est, ouais, je voulais vérifier avec toi. La fin de la publication du journal de Shanghai, ça correspond au 8 mars 1945, non? Et au coup de force japonais? Oui, c'est le coup de force japonais, ouais. C'est un samedi, je me souviens plus la date. C'est au mois de mars 1945. Oui. C'est le Mm. même jour où l'Indochine a été prise par les Japonais également. Oui, Le c'est ça, ouais. contrôle de l'Indochine, ouais, c'est la même chose. Oui, toutes les positions françaises en Asie, en fait, ont été vidées. Il me semble que c'est le 8 mars. Voilà. Je crois que de mémoire, il y avait chaque mois ou quelque chose comme ça, il y avait une répétition d'une alerte. Et en Ok. fait, ils ont pris cet argument, enfin, en faisant semblant de répéter, bah, pour le coup, ils sont allés jusqu'au bout, quoi. Ouais, d'accord, ils avaient bien Bien amené modérément. le truc, quoi. Ok. Donc, ouais. Mais voilà, il nous manque ces derniers numéros qui ne sont trouvables même pas au Japon, ce qui est marrant, du coup. Et, euh, et du coup, oui, ce que je voulais souligner,
C'est la disponibilité maintenant de l'Écho de Chine, du coup, pour en tout cas une partie des numéros entre 1988 et 1914, donc sur Gallica. Donc ça vous quand même des pistes intéressantes en termes de sources, parce que du coup, c'est quand même tout le volet qui précède, 30 ans qui précède le journal de Shanghai, même s'il n'y a pas tout. Donc, a priori, il y a un format assez semblable au journal de Shanghai, pour ce que j'ai pu en voir. Oui. Je C'est un vrai journal. Je veux dire, c'était pas, malgré ses origines, malgré sa fin où il appartenu aux missions étrangères, c'était à la base un vrai journal, en fait, avec une vraie ligne éditoriale. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne savais pas, mais donc Laure de Mougin, elle disait que Paul Claudel avait publié des articles dans ce journal, visiblement, ou des textes. Il me semble que Brosselet en parle un peu dans son livre, il me D'accord, ouais. semble. Ouais, il l'évoque, ouais, ok. Donc voilà. Donc de nouveaux horizons à découvrir pour Philippe Fourneau, qui est là aussi, je pense. Ça peut t'intéresser. Et Yvon. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Bon, on sort de la presse, hein, quoique il y a sûrement des choses. Je voulais porter à votre attention le fait que la Royal Asian Society, pardon, a mis en ligne son catalogue, le catalogue de sa petite bibliothèque, qui est pas si mal, parce qu'elle comporte quand même 4000 volumes, dont des volumes anciens. Donc, il me semble que la bibliothèque est sur le band, quelque part sur le band. Toutes les infos sont disponibles sur le site. Et donc, voilà, vous avez un catalogue, vous pouvez chercher par mots-clés, en fait, les thèmes. Alors, ça parle peut-être moins de la concession française que, voilà, que si on était dans une bibliothèque française, évidemment. Mais il y a quand même des choses intéressantes pour les publications anglo-saxonnes, je pense. Évidemment, il y a sûrement tout Paul French. Et voilà. À savoir que... Pardon, oui? Tu veux réagir? À savoir que, du coup, voilà, il faut adhérer, évidemment, à la Royal Agent Society. Donc, il faut faire quelques infidélités à la Société d'Histoire pour avoir accès à tout ça. J'ai pas pu vérifier encore si on pouvait emprunter les livres. Et bah, j'espère qu'avec un fonds de 4000 livres, il y a moyen. Mais voilà, donc à voir, ça peut être intéressant si vous cherchez voilà, euh, de nouvelles lectures, peut-être simplement en y allant, hein, finalement en butinant dans ce qu'ils ont. Vu que tout concerne a priori l'Asie, la Chine et quand même un peu Shanghai, vous voyez, sur le mot-clé Shanghai, il n'y a que 354 résultats. Ce qui est forcément pas inintéressant quand même à regarder. Après, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup pour autant de prendre un abonnement mais bon, faut regarder explorer un peu la bibliographie. Voilà. Euh, c'est tout de mon côté. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui voudraient faire un commentaire ou simplement annoncer quelque chose de leur côté ou sur leur actualité? Ok. Yvon, pas d'actualité, pas d'expo, d'articles à venir? Bon, il est peut-être pas derrière son écran. Ok. Ah si. Et voilà. Ah voilà. Oui, j'essaye toujours de préparer quelques expos. Voilà pour un petit point intéressant sur la. Tout à l'heure, on a parlé de comment l'ambassade oubliée de Herbert Wild. Et c'est le pseudonyme de Jacques Deprin, qui est un géologue qui a publié des choses sur le Hunan et qui a été viré de la société de géologie pour plagiat et réhabilité post-mortem en 91. Voilà, donc il y a un livre qui s'appelle L'affaire de Prat et qui est bon, je m'y intéresse mais de loin parce que j'ai pas eu le temps encore d'approfondir ce sujet-là, mais ça concerne quand même un petit peu la Chine, surtout l'Indochine, voilà. Ouais, Petite d'accord. anecdote. Ouais, non, c'est tout à fait pertinent, merci. Ok, ouais, donc le texte qui avait été publié en feuilleton là, dans le journal de Shanghai, ça parlait aussi ouais, de la Chine, c'est ça? C'est la fameuse rencontre Oui, entre en les fait Romains. après avoir été, comment dire, viré de la société de géologie, il est devenu un auteur de romans
à succès. Donc, il a publié plusieurs ouvrages, dont L'ambassade oubliée. Et il est mort d'un accident d'alpinisme. Alors, je ne sais plus exactement quelle année, mais relativement jeune quand même. D'accord. Donc, voilà. Et il séjournait en Chine quand il a écrit, tu sais, ou il Non, a je fait que pense qu'il passer? était en France. D'accord. Je pense qu'il était en France. Ok, ok. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est la seule référence faite finalement. Enfin, ouais, le seul texte qui parle d'Asie dans ses romans feuilletons. Ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Du coup, ouais, sur ton actualité, rien de spécial à annoncer. Bon, ben, j'ai plusieurs expositions en projet, mais c'est pas, comment dire, c'est pas encore finalisé, en fait. D'accord. Un peu autour du chemin de fer du Yunnan, mais j'en ai aussi, j'aimerais bien en faire une sur la minorité I, les Français qui ont fait des recherches sur les I, quoi, les lolos, quoi. Donc voilà. Ok. Oui, je crois que tu nous en avais parlé, effectivement. Ouais, ouais, Du coup, il y a eu des ethnologues français qui sont allés sur place, c'est ça? bah, j'ai identifié une trentaine de Français qui ont travaillé ou publié sur les I, sur une période d'à peu près 200 ans, en fait. Ah oui, d'accord. Ça veut Donc, dire qu'en fait, il il y y a a, une vraie histoire. oui, 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 et il y a pas mal de manuscrits I qui sont aussi dans des institutions françaises, que ce soit l'FEO, la Bulac, le musée du Quai Branly, enfin, etc. Et un fonds de photographie sur le Sichuan aussi aux archives diplomatiques de la Courneuve. D'accord. Ok. Alors c'est oui, c'est super intéressant, je trouve, de voir. Enfin, c'est pas juste à l'époque, on va dire coloniale, semi-coloniale pour la Chine, ça a suscité de l'intérêt finalement. J'imagine que ce sont même des pairs des missions étrangères qui ont Bah, commencé, c'est ça? il y a à la fois oui, et puis il y a aussi comment dire, un certain docteur Legendre qui a ouvert l'Institut Pasteur à Chengdu et qui lui a fait plusieurs expéditions dans ce qu'on appelle le Liangshan, la Xichang, dans le Sichuan. Et donc, c'est un fonds de photographie qu'il a prise, là, qui est conservé par les archives diplomatiques de la Courneuve. D'accord. Et dans le livre, là, Une passion française, là, qui avait été publié pour les 50 ans des relations diplomatiques, il y a un très bel article avec pas mal de photos, justement, qui viennent de ce fonds. Ok, ouais. Ah, donc c'est. Oui, il y a matière à faire une expo intéressante, quoi. Voilà, oui, mais bon, ça demande un peu de temps pour rédiger les notices sur chaque personnage, quoi, en fait. Ouais, c'est clair, si tu veux faire un tableau ouais, ouais, s'ils sont 30, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ok, très bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Si vous voulez intervenir, levez la main, prenez la parole, n'hésitez pas. Moi, que dire? Que vous dire? Un petit point sur ce qui va venir, si vous n'êtes pas déjà au courant. Bah, la conférence de Philippe Fournereau à venir, la prochaine de la Cité d'Histoire, 26 mai, à Campus France Shanghai. Donc tout sur les centraliens en Chine, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander, pardon. Voilà, on a hâte. Le 24 juin, Assemblée générale de la SHFC à la Villa Bassée, dont certains protagonistes sont là ce soir. Donc voilà. Et si vous ne le saviez pas, on a un podcast à venir. Le prochain, c'est sur le Concile de Shanghai de 1924, avec le père Landry Vedren. Je pense que ça a parlé de sinisation du clergé shanghaïen et clergé chinois en général. Donc sûrement intéressant en tout cas pour voilà, cette période en fait où la Chine continuait sans cesse de s'affirmer sur sa propre scène, ce qui n'était pas un mal pour équilibrer le rapport de force. Voilà. Bah, et n'hésitez pas à nous suivre, hein. Mais bon, je pense que vous connaissez les canaux de diffusion. Donc voilà, bah, s'il n'y a pas plus de prise de parole ou de questions qui tuent,
Je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. On a bien profité, là, il est déjà 21h. Donc merci beaucoup de votre participation et de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et donc, on verra avec Laure si elle accepte que ça soit rediffusé ou pas, sachant qu'elle avait des quintes de tout pas faciles. Peut-être que voilà, ça sera à voir. Mais en tout cas, c'était vraiment passionnant, j'ai trouvé. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. Donc, merci beaucoup de votre assiduité. Et puis, à très bientôt. Bye. Salut Pierre. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Salut Yvon.